Let's Hello, go. hello, bonjour Christophe. Salut Clément. Bienvenue à Émergence. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Christophe, je vais dire quelques mots que j'ai trouvés sur son site internet. Très curieux et disposant d'une grande ouverture d'esprit, Christophe a ressenti très tôt lorsqu'il était enfant que le monde qui l'entourait n'était pas la seule et ultime réalité. Un accident survenu à l'âge de 10 ans a marqué sa vie pour toujours. Il lui a fait prendre conscience qu'il y avait autour de nous un univers beaucoup plus large que ce que les yeux pouvaient nous laisser voir. Après avoir travaillé sur lui et à l'aide de pratiques énergétiques qui l'ont conduit à épurer une partie de ses schémas mentaux, mais également après avoir reçu les enseignements de sages de toutes époques et de toutes cultures à travers des lectures et des rencontres, on lui confirmera que l'attachement au personnage avait disparu, sans même qu'il s'en rende compte. Il choisira de garder son activité professionnelle, laquelle se vit désormais dans la paix et le détachement. Et il partage sur cette réalité devenue son quotidien durant les soirées, les week-ends et sur sa chaîne YouTube. On aura peut-être aussi l'occasion de revenir sur cette vie du personnage, parce que Oui. c'est toujours intéressant, ça peut être inspirant aussi pour certaines personnes. Hmm. Et comme d'habitude, pour commencer l'émission, j'aimerais partager une citation. Alors, cette fois-ci, c'est une citation du sage de Bombay, Nisargadatta Maharaj, qui nous dit, pour que quoi que ce soit arrive, l'univers au complet doit coïncider. Il est faux de prétendre que quoi que ce soit en particulier puisse causer un événement. Je suis pleinement conscient que les choses arrivent comme elles arrivent parce que le monde est comme il est. Pour affecter le cours des événements, je dois amener un nouveau facteur dans le monde. Et un tel facteur ne peut être que moi-même. Le pouvoir de l'amour et de la compréhension concentrés en moi. Nisargadatta Maharaj. Est-ce que tu veux réagir sur sur ces mots? C'est parfaitement dit. Chaque mot est pesé sans avoir été pesé, parce il est sorti comme il est sorti dans l'instant de l'écriture. Mais c'est simplement, si on le retraduit un petit peu avec des mots d'aujourd'hui et peut-être avec une connotation plus occidentale, c'est simplement s'abandonner à ce qui est, à l'amour de ce qui est. Il parle d'amour et quand on le perçoit, c'est vraiment ça. Et c'est quand on essaie de faire changer les choses ou les modifier selon sa propre volonté, je dirais en tant que personnage, bah c'est pas comme ça que ça arrive. C'est vraiment s'abandonner à l'amour de l'unité, à l'unité en tant que telle et ce qui doit arriver. Il avait écrit, alors je sais plus si c'est lui ou Ramana Maharshi qui avait dit que ce qui est destiné à arriver, quoi que vous fassiez pour l'éviter, arrivera. Et si vous voulez quelque chose qui n'est pas destiné à arriver, bah ça n'arrivera jamais. Simplement l'univers, l'unité, l'amour infini qui préexiste avant tout en fait est et il n'y a que ça. Et il n'y a rien qui peut le faire changer, simplement. Ouais, c'est une citation de Ramana qui dit en effet ce qui est destiné à arriver arrivera, ce qui n'est pas destiné à arriver n'arrivera pas. Euh, donc il nous invitait à rester calme tout simplement et tranquille. Exactement. Avant de poursuivre notre échange, on se prend une minute en silence. Est-ce que tu as des instructions de méditation ou pour ce recentrage à partager avec ceux qui nous regardent? Quand la paix commence à émerger, le simple fait de rester posé dans ne serait-ce qu'un petit peu de cette paix, quand elle commence à émerger, suffit pour la faire grandir, je dirais, pour rester un petit peu pratique dans l'exercice. Après, quand le mental pollue un petit peu, on peut porter son attention sur sa respiration ou sur un objet. Ça permet de focaliser un petit peu l'attention et calmer un petit peu le mental. C'est un petit outil qui peut être aidant pour les personnes qui se font vite submerger par le mental quand il n'y a plus d'activité. Mais sinon, on goûte simplement cette minute de silence et arrive ce qui arrive. De toute façon, c'est l'unité et la conscience en œuvre, même à travers le mental. Donc, tout est le bienvenu. Quelque chose que tu invites souvent à faire au début de tes satsangs sur YouTube, Oui. c'est revenir.
au souffle, qui est une des méthodes traditionnelles. Donc, Ok. ça peut être un point d'appui pour cette minute. À tout de suite. À tout de suite. Merci. Ça goûte bon. Alors, c'est difficile parfois de mettre des mots sur cette thématique. Et pourtant, la plupart d'entre nous, on a aussi trouvé des clés importantes dans ces mots qui ne sont que relatifs et qui essaient de pointer à ce qu'on appelle l'absolu. Et c'est tout le jeu de ces échanges, c'est tout le paradoxe de ces échanges. euh, Parler de ce qui ne peut être décrit et en même temps revenir aussi à cette simplicité. C'est pas parce que ça peut pas être décrit que c'est quelque chose euh, qui concerne les autres ou des gens des êtres extraordinaires, etc. Alors, pour commencer, Christophe, quelle est quelle est ta définition, quelle est ta vision de l'éveil? Alors déjà, j'utilise très très peu ce mot-là, sauf dans des titres de vidéos, parce que c'est un mot qui parle aux personnes, mais lorsque j'échange, je parle jamais d'éveil, parce que quand on parle d'éveil, on sous-entend un processus, on sous-entend une action qui va amener à un autre état, c'est souvent ça. Et c'est ce que j'ai cru pendant un certain nombre d'années. Et quand ça se produit, et c'est ce que racontent tous les sages ou toutes les personnes qui partagent sur le sujet, eh ben on se rend compte que bah, ce qui était avant l'éveil, c'est la même chose que ce qui était après l'éveil. Donc en final, on peut pas parler d'éveil. Et on se rend compte que ce que l'on met sur un piédestal, ce que l'on souvent on visualise, et je parle pour moi, mais également pour des personnes avec qui j'échange régulièrement, qu'on voit comme étant un feu d'artifice, une apothéose, bah, c'est en fait rien du tout de tout ça. Il n'y a pas d'effet waouh, c'est la simplicité d'être dans l'instant, dans l'instant. Si je devais le résumer, c'est vraiment ça. Il n'y a vraiment rien d'autre que ça. Et il n'y a pas d'effet waouh. Les sages d'Inde, ils appellent ça le sahaja. Et sahaja, si on traduit ça en français, ça veut dire l'état naturel. Complètement. Depuis notre première respiration sur Terre et même avant et jusqu'à la dernière et puis même après, et c'est retrouver ce qui a toujours été là, mais ce qui est un petit peu passé inaperçu à travers une voix un petit peu prenante qui est issue du mental, qui se raccroche à toutes nos expériences, toutes nos mémoires et qui nous pollue, entre guillemets, sans négativité dans le mot pollue, c'est-à-dire qui nous détourne, je dirais plus simplement, de, de ce que l'on est. Et tout le but
entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de but à la vie en tant que telle, mais la finalité, on pourrait dire plus précisément de la vie, c'est de pointer justement ce qui nous empêche de percevoir ce qui a toujours été là, simplement. Alors, sur ton site, tu racontes qu'il y a eu une expérience puissante qui s'est passée à l'âge de 10 ans. Est-ce que tu peux nous en parler de de Oui, cette bien sûr. expérience forte? Oui, oui, tout à fait. Alors, je suis déjà issu d'une famille où la religion en tant que telle n'avait pas forcément une place prédominante. On parlait pas de sujets qu'on appelait à l'époque paranormaux. Il y avait vraiment que le physique et simplement le physique. À l'âge de 10 ans, je jouais avec mon frère en vacances. On était à la campagne. Et à un moment, on s'est amusé à jouer près d'une clôture électrifiée, les clôtures à vaches, là, qu'on voit du courant. Et lui, il a touché plusieurs fois la clôture sans qu'il se passe rien. Et puis au jeu du T'es cap, t'es pas cap, bah, je me suis dit, bah si, je suis cap. J'ai touché et pas de chance pour moi, j'ai pris la décharge électrique qui m'a, on va dire, même pas couché, c'est-à-dire que je restais debout, mais j'ai eu une décorporation. C'est-à-dire que mon corps énergétique, mon corps astral, alors, je suis pas sûr que ce soit le corps astral qui soit sorti du corps physique. C'est plus une expansion de conscience, puisque je restais debout en tant que tel. Et quand le corps astral, il quitte le corps physique, ben, généralement, le personnage, le corps physique, il s'endort et il tombe. Donc, j'ai eu une expansion de conscience qui m'a fait voir, le, le monde qui m'entourait depuis une hauteur et avec des couleurs magnifiques, une paix mais indescriptible, une joie également indescriptible. En fait, toutes les composantes du personnage avaient disparu et je goûtais cette paix insondable. Ça a duré peut-être 10 secondes, grand max. Je me rappelle partir en courant au-dessus de mon corps, donc c'est ça qui était un peu rigolo pour rattraper mon frère parce que ça faisait, c'est pas que ça faisait peur, mais c'était un peu particulier. Et puis à un moment fou, j'étais respiré dans ce corps et après on a continué nos vacances, mais ça a été le point de départ d'une quête qui a amené à, à réaliser que le personnage et tout ce qui l'entoure n'est qu'un aspect de la vie, un aspect qui peut être souffrant et c'est vraiment pas la finalité de la vie en tant que telle. Et là, depuis donc à l'âge de 10 ans et toutes les vacances qui suivaient, mes parents, enfin ma mère s'en rappelle encore, tous les ans, j'allais en librairie, j'achetais des bouquins, parce qu'à l'époque, Internet n'existait pas. Donc j'ai mangé des bouquins sur plein de sujets pour essayer de comprendre. Et ça a été le point de départ, en fait, d'une quête qui me disait que, OK, il y a un truc que je vois avec mes yeux, il y a des choses que je perçois avec mes sens. Mais ça peut s'arrêter puisque je l'ai perçu pendant ces fameuses 10 secondes et je n'ai eu de cesse que de chercher ce que c'était et comment faire pour le retrouver quelque part. Et voilà, et ça a été 40 ans de cheminement divers et variés, simplement. Comme dit le renard dans Le Petit Prince, l'essentiel est invisible pour les yeux, il faut voir avec le cœur. Et d'ailleurs, en Exactement. parlant de livres, c'est un livre que j'ai envie de recommander. Là, c'est un élan. Complètement. Je te rejoins J'ai complètement. l'impression qu'il y a pas mal de clés dans ce livre. Oui, Et moi, c'est un livre, d'ailleurs, quand j'ai raconté l'histoire du chercheur il y a quelques mois, je racontais ça à un ami. Je me suis rendu compte que lire ce livre quand j'avais 17 18 ans, ça a peut-être été le début, finalement, de comprendre ça, de comprendre qu'il y avait quelque chose qui était invisible pour les yeux et que c'était important de le trouver. c'est ça. Est-ce que tu te souviens de certains livres que tu as lus quand tu étais enfant ou jeune homme? Est-ce qu'il y en a qui t'ont marqué? Est-ce qu'il y en a qui t'ont mis sur le chemin? Oui, les premiers, alors là, on parle des années 80. Hein. Je suis né dans les années 70, donc c'est dans les années 80, 1980. Donc ça fait un peu papy de dire ça, mais c'est le cas. Les livres que je lisais, donc à l'époque, j'étais à l'école, collège, tout ça. Là où mes copains ils jouaient dans la cour, moi j'avais des bouquins et c'était les livres du genre La vie après la vie de Raymond Moody. C'était des bouquins d'un parapsychologue français qui s'appelait Raymond Réan, qui expliquait un petit peu l'invisible.
tout ce qui se passait autour. Donc j'en avais eu quelques échantillons à travers cette expérience, plus plein d'autres livres de l'époque. Mais Raymond Moody, ouais, ça a été la révélation, parce que la réincarnation, les vies successives, tout ça, c'était quelque chose d'inconnu pour moi. Et je mettais des mots et des compréhensions, et surtout ça matchait, ça résonnait. C'est-à-dire que j'avais un milliard de questions dans la tête, et chaque page que je tournais, c'était vraiment des réponses, mais des réponses qui vibraient ici. C'est-à-dire que j'accumulais pas du savoir, c'était il y a des choses que je prenais et qui passaient, et la majorité des concepts que je lisais résonnaient vraiment intérieurement, et ça a été un moteur formidable pour poursuivre dans cette voie, parce que la vie à travers les expériences qu'elle propose au personnage, des fois peut être un petit peu souffrante, et ça permet vraiment de relativiser, de voir qu'il y a une raison derrière cette souffrance, une raison derrière ces perceptions très limitées. Et comme j'avais eu ce petit échantillon gratuit, 10 secondes, c'est pas beaucoup dans une vie, mais depuis ces 10 secondes de l'âge de 10 ans, n'ai plus peur de la mort, et j'ai cette foi. Je ne sais pas si on peut, il y a un mot qui est plus fort que foi, mais que la vie est magnifique, merveilleuse, et que ce qui nous est donné de vivre, ça n'est que temporaire pour retrouver cette unité à un moment ou à un autre, quand ça arrive. Et voilà, 10 secondes qui ont changé ma vie, ça peut être le titre d'un livre, ça, et c'est la réalité. Bon, bah, peut-être bientôt un livre de Christophe. Je m'y mets à l'écrire. C'est vrai que ça fait des années que j'y pense, mais les échanges oraux pour l'instant sont ce que je privilégie. Hmm. Est-ce que, d'ailleurs, en lisant Raymond Moody, qui parle, pour ceux qui ne connaissent pas Raymond Moody, il parle notamment des expériences hors du corps, ce qu'on appelle aussi les voyages astro. Est-ce que c'est quelque chose que tu as essayé de reproduire? Oui, 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 tout à fait. Que ce soit Raymond Maudit ou Raymond Réan, en France, lui il expliquait avec une pratique, une méthode très simple comment faire pour quitter son corps. Et j'arrivais à faire des départs, sauf que je retournais dans le corps instantanément. Puisqu'il y avait, alors j'ai compris aujourd'hui, il y avait une peur qui était là, une peur qui m'a suivi jusqu'à l'âge des 50 ans à peu près. Donc avec la peur, on fait rien du tout, enfin on n'avance pas en tout cas. Et, et j'ai compris que comme la vie était pour Christophe vécue de façon souffrante à travers des croyances et des peurs qui se réactivaient tout au long de la journée, s'il m'avait été donné de réaliser ça, je pense que Christophe s'y serait enfermé pour échapper justement à la souffrance du monde. Et donc ça bloquait. C'est comme si quelque chose verrouillait. Donc ça validait bien le départ, et après je repartais. Et il y a de cela, bah, depuis le début de l'année, donc ouais, depuis 6 mois à peu près, euh, j'ai voulu réessayer comme ça, et, et ça part tout seul. C'est-à-dire que ça se fait, je dirais pas naturellement, parce qu'il y a des fois où je m'endors, mais effectivement, là, j'ai réalisé un certain nombre d'expériences de sortir du corps, et ça change rien. Là quand j'avais 10 ans, je vivais le personnage frustré, limité, peureux et tout ça. Et cette sortie hors du corps était la bouffée d'oxygène ultime. Ben là, je suis encore sorti la semaine dernière. Et ben en fait, au niveau des perceptions, il n'y a rien qui change avec ce que vit Christophe au quotidien dans la vie. Si ce n'est effectivement voilà, des découvertes autour, mais la perception ne change rien dans la mesure où quand on réalise que l'on n'est pas ce personnage, le corps astral, je rappelle, c'est comme un corps physique, mais d'une densité plus diminuée. Ça fait partie encore du monde relatif. Le corps astral a des limitations également, beaucoup moins que le corps physique, mais il en a. Et quand est vu ce que l'on est, eh bien qu'on soit dans le corps physique ou dans le corps astral, eh bien c'est toujours la même joie, toujours la même liberté, toujours cette même paix en fait, simplement. Qu'est-ce qui a changé du côté Christophe pour que le monde ait été vu précédemment plutôt comme quelque chose de souffrant et que maintenant il soit vu comme quelque chose de bienveillant et merveilleux quelque part.
le gros événement, ça a été un gros clash dans ma vie à l'âge de 30, 32, 33 ans, l'âge du Christ, à savoir, à croire que dans la vie d'une personne, c'est peut-être un point charnière pour certaines personnes. Une grosse expérience très très souffrante dans la vie. Christophe a toujours été très très peureux, très renfermé, très timide, très anxieux, parce que il y avait énormément de pensées limitantes qui l'enfermaient vraiment dans cette peur et dans cette peur. Je m'accrochais à tout ce que je pouvais pour garder les acquis que j'avais en tant que personnage. Et quand cet événement est arrivé, je m'accrochais toujours. Alors que la vie me poussait à aller voir autre chose, mais non. Voir autre chose, pour moi, c'était générateur de beaucoup de peur et je m'accrochais. Bon, la vie a toujours le dernier mot. Pour reprendre ta citation de tout à l'heure, il n'y a que ça. Et ça fait ce que ça doit faire pour je dirais même pas pour le bien du personnage, parce qu'il n'y a plus de bien, il n'y a plus de mal, il n'y a surtout pas de personnage en tant que tel, mais ça doit se faire. Et pour amener à bien cette mission, on pourrait dire quelque part, cette mission d'amour, eh bien, il y a eu un craquage de la part du personnage qui a tout lâché. Il s'est dit, bon, bah, il se passe ce qui se passe, je peux mourir, je lâche. Et c'est à partir de ce lâcher ultime que les choses se sont offertes au personnage, que des situations de vie, que le hasard, comme on dit souvent, a présenté des personnes à Christophe qui l'ont dépatouillé de ses problématiques, qui l'ont amené vers un autre monde des lectures écartolées. C'est à ce moment-là qu'il est rentré dans ma vie. Je vais faire des courses, je tombe sur la semaine du bien-être, et puis il y a des rayons complets remplis de livres d'écartolés. Et la couverture est pas très sexy, c'est un arbre. Voilà. Et j'ai été comme hypnotisé, attiré vers ce bouquin. Je l'ai lu, j'ai lu la quatrième de couverture, et là il y a eu un truc, je comprenais pas ce que je lisais, mais il y a eu une résonance. Et ben j'ai pris tous les bouquins. Et voilà, après ça a été un départ, après ça a été l'énergétique également pour moi. Je dis pour Christophe, hein, pour plein de personnes, il y a plein de voies différentes. C'était l'énergétique à travers des pages qui s'affichaient comme ça sur Internet, complètement aléatoires, sur des pratiques énergétiques que je connaissais pas. Et puis ça poussait tellement qu'à un moment j'ai testé pour moi et ça a super bien marché. Donc ça a contribué également, au-delà de la connaissance théorique à travers les lectures, la pratique. Contribuait à aller voir des mémoires, aller voir des schémas qui alimentaient ce fichier mental et faisait que après quelques années, même pas quelques années, enfin si on va dire un an ou deux de début de pratique, je commençais à goûter la paix puisque je comprenais pas comment ça fonctionnait à l'époque, mais les croyances tombaient les unes après les autres et la paix prenait de plus en plus de place dans la perception, parce que la paix a toujours été là de façon complète, mais Christophe ne la percevait pas. C'est comme s'il y avait un voile qui se levait simplement, petit à petit, tranquillement, parce que comme Christophe était très peureux, très anxieux, la vie s'adapte, hein, en fait. C'est ça qui est magique et qui est pur amour. La vie peut aller dans des actions très rapidement chez des personnes qui sont ouvertes, qui sont prêtes, et très lentement chez des personnes, comme c'était mon cas, qui, euh, qui étaient anxieuses. Et voilà, ça a pris quelques années jusqu'à ce que tout soit vu comme étant vraiment de l'illusion, une illusion qui est bien fichue quand même, hein. George Lucas et Steven Spielberg, avec leurs effets spéciaux, ils ont qu'à bien se tenir parce que c'est plein d'effets spéciaux qui nous font croire que la vie est super compliquée. Et quand on regarde depuis les coulisses ou depuis derrière les caméras, on se rend compte qu'en fait, c'est du semblant, en fait. Tu abordes là un sujet aussi que je trouve très intéressant. C'est ce paradoxe entre l'éveil qui est déjà là et donc il n'y a pas de choses particulières à faire. Mm. Et en même temps, il semblerait que dans les histoires des uns et des autres qui sont sur ce chemin d'éveil, il y a eu des besoins de guérison, il y a eu des besoins de pratiques dites spirituelles ou dites énergétiques. Euh, Est-ce que tu peux partager ton intuition là-dessus, ta vision sur l'équilibre à trouver entre les deux?
Alors, c'est vrai qu'on dit qu'il n'y a pas d'éveil puisque c'est ce qu'on est, ok? Donc, il y a rien à changer, je dirais, pour être. On pourrait dire qu'il n'y a rien à faire aussi, mais dans l'histoire, il y a quand même une illusion de faire quelque chose. Et ce faire, en fait, on pourrait dire, il est protéiforme ou il est vraiment propre à chaque personne. Chez certaines personnes, ça va être peut-être vivre les événements sans les changer, aller jusqu'au bout de la souffrance pour lâcher et révéler que tout ça n'est qu'illusoire. Pour d'autres, ça va être de façon plus graduelle des pratiques ésotériques, des pratiques spirituelles, méditation, des lectures inspirantes. Chez moi, ça a été les pratiques énergétiques et les lectures inspirantes. Chez d'autres, ça peut être la nature, vivre dans la nature et goûter la nature, la contemplation de la nature. Ce que j'entends la nature, ce sont des objets dans le film, des formes, mais qui ne sont pas affublés d'un élément qui rassure pas l'ensemble des personnages, c'est-à-dire le mental. Donc la nature, le monde animal, les enfants, ce sont des formes qui sont beaucoup plus légères en termes d'implication du personnage et qui permettent de se reposer face à la nature, face à un enfant, face à un animal. Le personnage, il n'est pas sur la défense. Il n'est pas sur l'interprétation de comment il va me juger, comment il faut que je me comporte de telle façon pour pas être jugé. Donc en fait, on est naturel avec un animal et on lâche des résistances et on est soi-même. S'autorise quelque part à être soi-même parce que le chemin de la souffrance, quand on regarde bien, le chemin qui nous conduit à la souffrance, on se rend compte que c'est généralement parce qu'on veut être quelqu'un d'autre que ce que l'on est réellement. C'est-à-dire vraiment quelqu'un. Et quand on parle de quelqu'un, bah, on parle de résistance et de limitation. Et justement, réaliser que on n'est pas ce personnage, c'est réaliser qu'on n'est pas ces résistances. Et pour y arriver, ben, il y a 50 000 façons différentes. Chez d'autres personnes, ça peut être les pratiques extrêmes également. Les pratiques extrêmes qui amènent une intensité de concentration du maintenant. Quelqu'un qui va faire de la varap, là, l'escalade en falaise sans s'accrocher à main libre, eh ben, la personne, elle est complètement maintenant, puisque bah, si elle pense à ce qu'elle va manger le soir, bah, elle va lâcher ses prises et tout ça. Il y a les sports de haut niveau également, où il y a une telle concentration sur maintenant qui fait que les personnes goûtent la présence à travers l'hyper-concentration dans maintenant. Donc voilà, il y a autant de pratiques que de personnes, je dirais. La bonne pratique, entre guillemets, j'englobe dans pratique, même la contemplation d'un coucher de soleil ou de la nature, pour moi, c'est une pratique pas formelle, comme la méditation ou d'autres pratiques, mais les pratiques, les bonnes pratiques pour chacun sont celles qui résonnent ici et qui arrivent au cœur, et celles qui ont été proposées par Christophe, bah, je les ai pas du tout choisies. C'est venu comme ça, le bouquin que j'ai vu, les pratiques internet que je connais, les pratiques énergétiques que je ne connaissais pas du tout, bah, se sont apparus, ont résonné et j'accrochais pas au début, mais ça vient à un moment tellement de façon répétitive que bah, au bout d'un moment on dit bon bah on y va et, et c'est le bon choix. Il y a une question que je me suis souvent posée, c'est pourquoi le personnage, il va aller parfois, souvent, même s'il sait par exemple que c'est intéressant de goûter la paix, il a eu cette information, il a pu lire Eckhart Tolle, au lieu de savourer cette paix en allant dans la nature, en étant avec un petit chat ou euh, en contemplant un coucher de soleil, il va aller plutôt sur Netflix regarder une série avec des zombies ou peut-être sur les infos pour se faire un petit peu peur avec les maîtres du monde qui jouent avec leurs jouets destructeurs. Qu'est-ce qui fait que finalement, cette paix qui est la source de toute joie, de toute guérison, de tout bien-être, pourquoi elle n'est pas attractive pour le mental et pourquoi souvent on la néglige? Alors quand on dit on la néglige, c'est le personnage à travers ses croyances qui sont issues du mental. Et le mental, lui, en fait, il est un petit peu dans un programme de survie quelque part. Et quand on cultive, qu'on développe un petit peu cette appétence pour
bah pour la paix, on va dire, pour mettre des mots pour le personnage, déjà avoir une paix mentale, c'est assez intéressant et très goûteux, le fait de lâcher les tensions au quotidien. Mais en faisant ça, quelque part, si alors, le mental, dans la réalité de l'expérience, n'existe pas. C'est un fonctionnement en tant que tel. Mais ce fonctionnement, on pourrait dire, si on en fait un objet, bah, quand on l'épuise un petit peu à travers les réalisations de ce qui l'alimente, c'est-à-dire nos peurs, nos croyances, nos schémas qu'on prenait pour vrais et bah, qui sont vus comme illusoires, bah, ça va faire perdre de la puissance au mental. Et ce mental, lui, pour survivre, bah, lui, il faut qu'il accroche. Et quand il accroche, et ça, je l'ai vécu à quelques moments, et ben il peut balancer des pensées qui sont oui, ça sert à rien, la paix, c'est pas là-dedans que tu vas trouver la complétude, ou maintenant, bah, écoute, on fait rien maintenant, projette-toi vers l'avenir, tu seras quelqu'un d'autre plus tard, et des pensées vraiment très très attractives. Le fait d'avoir des compulsions, de regarder les informations avec les catastrophes et tout ça. Relève le personnage quelque part, puisqu'on se compare avec des personnes qui sont dans la souffrance, par exemple. Ou quand on regarde, tu donnais l'exemple de films sur Netflix où effectivement il y a des bonhommes qui dominent le monde ou des super-héros ou des trucs comme ça. Ça, ça, ça renvoie à un super personnage. Et ce super personnage, quelque part, c'est l'ego. Et l'ego, je vous rappelle, c'est l'ensemble des croyances qui forment un personnage qui est bah, hypothétique en tant que tel. Et quand cet ego, donc ces croyances se dissolvent, bah, l'ego, lui, il diminue, et le mental, lui, il est derrière et il pousse à aller voir autre chose. Mais non, non, c'est nul ce que tu fais là, mais attends, tu t'assois une heure dans le silence, le calme, mais c'est pas comme ça que tu vas évoluer. Et ce qui m'est arrivé les derniers moments avant les derniers lâchers de résistance, et ça arrive souvent dans les personnes que je rencontre, il y a pas mal de gens qui vivent des épreuves très compliquées, c'est le baroud d'honneur du mental. Et le baroud d'honneur du mental, ben, c'est faire croire que bah, tout ce vers quoi on essaie d'aller pour goûter la paix, bah, c'est de la foutaise. Mais surtout que si on continue à aller au bout, on va mourir. Et ça, c'est des choses qui me sont arrivées pendant, on va dire, peut-être une dizaine, quinzaine de jours. Toutes les nuits, j'avais l'impression que j'allais mourir, mais physiquement. C'est-à-dire que c'était très, très difficile intérieurement. Et effectivement, il y avait une mort qui était en train de se produire, mais c'était la mort du personnage et de l'ego, et certainement pas la mort du personnage. Donc, ouais, effectivement, il y a cette ambivalence, et souvent, c'est très fluctuant. C'est-à-dire que les personnes ont des périodes où elles sont dans la méditation, dans le calme, dans la paix, dans la nature, dans tout ça, et puis à un moment, ouf, elles repartent, elles vont faire la fête, elles sortent, elles boivent, et c'est un fonctionnement normal. Et quand on le voit en tant que tel, au début, on se fait attraper, puis après, on voit. On voit les compulsions qui arrivent, et quand on comprend la mécanique, ben, c'est un petit peu dans la Bible, lorsque Jésus il va dans le désert et puis qu'il est tenté, quelque part par le diable. Alors, j'ai plus trop les termes et tout ça, mais il est tenté, et c'est vraiment ça, en fait. Et c'est quand même une des super tentations, parce que c'est très goûtu, et le mental a ce pouvoir de captation qui peut nous faire sortir un petit peu du chemin, mais la force du cœur est beaucoup plus importante et nous ramène toujours sur le chemin. Est-ce que c'est quelque chose que Christophe a pratiqué justement, le fait de goûter la paix, de goûter la paix en nature, de rester dans cette paix de façon consciente voilà. J'appréciais la paix dans la nature quand je la voyais. Je ne savais pas pourquoi et pourquoi j'avais cette tranquillité. Mais j'ai voulu la pratiquer à un moment parce que dans mes expérimentations, à un moment est venu le sujet de la méditation. Méditation super puissante en Inde, c'est quelque chose qui était enfin, qui est très répandu depuis des milliers d'années et bah, qui est excessivement puissant. Mais comme Christophe à l'époque avait un énorme mental, le fait de s'installer dans le calme et puis d'essayer de pas regarder les pensées, bah en fait moi c'était l'autoroute A4 hein, dans ma tête, et les pensées j'en avais 10 à la minute, et la paix mentale j'arrivais pas à la goûter. Donc en fait j'ai eu très peu de démarches volontaires, on va dire, de goûter le calme, puisque là-haut c'était tellement un bazar que
que c'était pas goûté. Ça a été goûté sans que je le, sans que je le recherche, simplement après les pratiques énergétiques, quand les mémoires étaient vues petit à petit, et que après les pratiques énergétiques, eh ben, j'étais là, simplement, et la tête était vide, et je goûtais la paix. Après, entre guillemets, ça se refermait, c'est-à-dire que le mental reprenait un petit peu de la vigueur et repartait sur des schémas fonctionnels pour lui, dysfonctionnels pour le personnage, qui, euh, qui faisait que je repartais dans la boucle, mais avec un niveau un petit peu moins. Et Hmm. à force de pratique, ça s'est un petit peu apaisé, mais j'ai jamais trop cultivé la paix parce que c'était pas possible. Là-dedans, c'était essayer de trouver la paix en plein milieu d'un concert de hard rock. Alors, après la réalisation, c'est possible. Mais avant, bah, c'est pas possible, quoi. Il y a trop de pollution, quoi. Ouais, c'est chouette ce que tu partages parce que ça peut donner bah, de l'espoir et de la foi Hum, à bien des sûr. êtres qui ont l'impression qu'au niveau du mental, ils n'arrivent pas à trouver cette fameuse paix. Et Oui, ben, ce que je comprends en t'écoutant, c'est que la vie trouve toujours un chemin, ah oui. quelle que soit la configuration du personnage. La vie est C'est parfaite. quand même bien fait. La vie est parfaite. Et je reviens sur ta citation, et comme, ben, comme ce que disent toutes les personnes qui partagent sur le sujet, y compris des sages millénaires, la vie, c'est la perfection, c'est l'équilibre, c'est l'amour, c'est l'unité, c'est tout, en fait, et rien ne peut être autre que cette vie équilibrée. Et je pèse mes mots quand je dis équilibrée. C'est pas vu comme tel depuis le personnage qui, lui, est vraiment dans la tourmente, dans la machine à laver. Et au final, ça, on s'en rend compte quand on regarde en arrière. Quand on est dedans, sur le moment, on s'en rend pas compte. Mais quand on regarde en arrière, eh bien, on se rend compte du chemin, entre guillemets, parce que c'est pareil, il n'y a pas de chemin. On se rend compte qu'il y a une sorte de switch entre ce qui est avec les croyances et ce qui est sans les croyances. Mais ouais, la confiance, la foi dans ce qui est amène la vie à créer. J'aime bien cette idée de scénario, en fait, pour le personnage. Il y a la vie, qui est quelque part, c'est ce qu'on est, bien sûr. La vie, c'est le scénariste qui s'est matérialisé dans un film, donc c'est le petit personnage. Et pour aider ce petit personnage à comprendre justement qu'il est dans un film, bah, la vie a créé des scénarios qui peuvent être souffrants pour le personnage, mais qui sont super aidants quand même. Et quand elle a compris, quand le personnage a compris, bah, le scénariste, ok, c'est bon, il a mis du temps, mais il a compris, on change le scénario, et les choses deviennent plus douces jusqu'à ce qu'il y ait une autre expérience qui arrive, parce que il y a autre chose à pointer, et et il n'y a que l'accueil et le laisser être les choses comme elles sont en regardant ce qu'elles sont. C'est pas prendre les souffrances en se disant bon bah c'est mon karma et je souffre. Non, c'est voir ce qu'il y a derrière la souffrance. Et ça se fait naturellement. Je reboucle toujours sur ta citation que définitivement tu as excessivement bien choisi au départ. C'est vraiment cette confiance dans ce qui est qui fait le job. Le personnage lui pourra pas faire le job, même avec la meilleure des intentions. Euh, il peut y avoir des petites avancées, mais le personnage, au final, ne fait rien du tout. Et qu'est-ce que tu pourrais dire à ceux qui s'inquiètent pour l'évolution de la société ou ce qu'ils voient du monde à travers les informations? Même si je me permets de rappeler que les informations, c'est une vision très très subjective du monde et que c'est très très souvent manipulatoire, pas forcément volontairement d'ailleurs, hein, c'est juste des mécaniques impersonnelles qui font qu'on ultra focus sur des choses très négatives. Donc ne surtout pas croire ça comme une vérité ultime, mais quelque part pour ceux qui sentent quand même une sorte de déséquilibre dans le monde ou qui même tout simplement n'ont pas la foi, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Sur les informations, juste 2 secondes, c'est vraiment, tu as tout à fait raison. Les médias font du sensationnel à travers les informations, puisque ça alimente les mentaux
les mentales, au pluriel, je ne sais pas comment on dit, des individus. Je le disais tout à l'heure, une personne qui est, on va dire, happée par son mental, eh bien, aime bien voir la souffrance. Alors, c'est inconscient ce que je dis, bien sûr. Aime bien voir la souffrance puisqu'elle se voit en dehors de la souffrance. Elle se sent, ça permet de voir qu'elle n'est pas dedans. Et puis, bon, ça fait de l'audimat et tout ça. Au-delà de ça, effectivement, il y a une situation générale sur Terre qui peut inquiéter et elle est ce qu'elle est. Mais si elle devient de plus en plus prégnante, c'est que justement, elle va contribuer à éveiller des consciences. C'est au cœur de la souffrance que se révèle la lumière. C'est au cœur des ténèbres que se révèle la lumière, au cœur des tensions que se révèlent les détentes. Et on le voit quand il y a des choses alors, je vais utiliser le mot négatif positif dans l'histoire, puisque c'est un concept qui est vécu comme tel. Quand c'est perçu d'un petit peu plus large, on se rend compte que c'est les deux faces d'une même pièce, donc il n'y a plus de négatif et positif. Mais quand il y a des événements ou des catastrophes, des choses comme ça, de l'autre côté émergent des, euh, des énergies d'amour, de paix, d'entraide. Donc c'est quelque part cette accélération d'événements souffrants pour un certain nombre de personnages amène à la montée, à l'éveil de la conscience, on va dire collective. Parce que quand on regarde au niveau de la planète, ce qui se passe dans ce que j'explique depuis le début sur un petit personnage, ça se passe également à l'échelle de la planète et même à l'échelle de l'univers en entier. Donc à l'échelle de la planète, c'est fait pour faire émerger la réalité de ce qui est, mais à l'échelle de continents et de choses comme ça. Donc, sur la souffrance des personnes qui vivent ces expériences, effectivement, là, il faut essayer de dépersonnaliser. Ok, on a la croyance que sur Terre, on ne devra pas souffrir. La souffrance, c'est pas acceptable et on a le droit de vivre en paix sur Terre. On peut vivre en paix sur Terre, ok, mais je dirais que la Terre, quelque part, c'est un petit peu la Terre comme d'autres planètes. Ce sont des terrains d'expérimentation pour, euh, pour la conscience qui s'expérimente et qui s'est oubliée dans un environnement et qui essaye, à travers des expériences, de se retrouver. Chez certaines personnes, ces expériences n'amènent pas forcément à la souffrance, mais la souffrance, c'est quand même, je dirais, un des meilleurs révélateurs. Alors, écoutez pas avec le mental ce que je dis, puisque ça va paraître complètement fou et peut-être même pas très souffrant, mais c'est vraiment comme ça que ça se passe. L'expérience souffrante de Christophe, à 30 ans, quand j'étais dedans, ben, je trouvais ça inhumain, et j'en voulais pas à Dieu parce que je savais qu'inconsciemment il y avait quelque chose, mais c'était difficile à vivre. Aujourd'hui, quelque part, je bénis cette expérience. Et j'en vois la raison intime, ça a été ce chamboulement qui a amené à cette ouverture. Et cette micro-expérience pour un mini-personnage, c'est ce qui se passe à l'échelle de la planète et même de l'univers. Et tout ça, c'est de l'amour. Il y a un auteur que j'aime beaucoup et dont tu as déjà parlé, qui s'appelle Eckhart Tolle et qui développe justement lui aussi cette approche, notamment dans un livre excellent qui s'appelle La Nouvelle Terre, je crois, que je relis là en ce moment. Je suis en train de relire son livre en anglais qui s'appelle A New Earth. Et à chaque fois, je suis bouleversé par le fait que chaque passage que je vais lire est vraiment imprégné d'une profonde vérité, d'une profonde bienveillance. Et j'ai vu que toi, sur ton site, enfin en tout cas sur ta chaîne YouTube, tu as mis en ligne pas mal de choses de Eckhart Tolle. Hmm. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a pas mal compté pour toi, alors notamment parce que t'as trouvé son livre dans le supermarché. Et d'ailleurs, Oui, ça me donne envie de partager une anecdote pour montrer à quel point le mental il est pas très malin. J'avais eu la même expérience que toi et moi aussi j'étais à la recherche de quelque chose, mais je me disais au niveau du mental, ah bah si c'est dans le supermarché, ça peut pas être bien. C'est que c'est un truc au rabais quoi. Et il oui. a fallu plusieurs années pour que je le trouve chez une amie, que je me mette à le lire et je me suis dit, mais c'est incroyable, c'est tellement fort ce livre. Voilà, donc se méfier des apparences.
Et Ouais, ça ouais, peut aider complètement. quand la vie nous met un truc sur le chemin. Et si la vie, enfin, si j'avais acheté ce bouquin-là, on va dire 5 ans ou 10 ans plus tôt, je suis sûr que j'aurais lu 2 pages et je l'aurais refermé puisque c'était pas le moment. C'est aussi un des gros avantages un des gros avantages, c'est pas le mot, mais c'est lorsque l'on est aligné, lorsqu'on laisse la vie faire les choses, tout ce qui émerge, tout ce qui apparaît, bah, c'est le bon moment et c'est la bonne situation. En l'occurrence, là, bah, ça pouvait pas être plus parfait, mais enfin, qui aurait imaginé que je trouve ça dans un supermarché la semaine du bien-être. Aujourd'hui, j'en éclate de rire quand je vois le rigolo de la situation au cœur de la souffrance, parce qu'à l'époque, j'étais vraiment la tête dans la machine à laver de- c'est simple. J'ai lu le pouvoir du moment présent en une journée. À chaque page, je pleurais. Wow. Mais quand je dis je pleurais, c'est que donc je devais avoir 5 ans, quelque chose comme ça. Les pages que je lisais donnaient des explications à la souffrance qui m'animait depuis plus de 30 ans. Et c'est comme une réponse du cœur au cœur. En fait, c'était des larmes de joie qui me faisaient comprendre que bah, j'étais esclave d'une croyance, de plein de croyances en fait, et il décortiquait. Alors ce que j'ai bien aimé, alors ça a parlé à Christophe, chez d'autres personnes ce sera peut-être des sages de l'Inde. Moi j'ai lu quelques livres de sages de l'Inde à l'époque, mais n'ayant pas la culture forcément, puis il n'y avait pas cette résonance, donc ça s'est porté sur Eckhart Tolle, qui est un occidental, qui parlait de façon très simple d'un sujet qui reste très simple, mais qui est très compliqué à pouvoir expliquer. Et c'est pour ça que j'ai matché dessus, comme j'ai matché sur, tu parlais des personnes qui m'avaient inspiré, sur Pierre et Gérald il y a quelques années, qui ont été, eux, la cerise sur le gâteau, et c'est eux qui ont, à travers les lectures, enfin, de leur satsang, de leur écoute, bah, faire sauter les dernières bribes, en fait, de croyances. Ouais, ouais, gratitude, gratitude pour ces êtres. Oui, J'aimerais bien aussi que tu parles un petit peu de Reiki, puisque dans le chemin, Christophe, les pratiques énergétiques ont une place importante. Tu as expliqué comment elles ont aussi contribué à diminuer l'influence du mental. oui, Et je sais que tu es toujours praticien Reiki. oui. Le Reiki, pour ceux qui connaissent pas, moi je connais un petit peu parce que j'avais mon Reiki niveau 1 Hmm. pendant que j'étais en train de voyager en Inde. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le Reiki? Et voilà. Oui, alors, le Reiki, comme tout plein d'autres pratiques, le Tai Chi, le Qigong, la méditation, un peu moins la méditation sur le côté énergétique, même si on capte un peu d'énergie, le yoga, bien sûr, toutes ces pratiques, elles visent on pourrait dire, à canaliser une énergie qui est autour de nous, qu'on appelle le ki, qu'on appelle le chi, qu'on appelle le prana. Tout ça, c'est la même chose. Et à travers ces différentes pratiques, eh bien, on vient recharger en énergie je dis nos corps, parce qu'on a ce corps physique et d'autres corps plus subtils à l'intérieur, des corps dits énergétiques. Et ce sont dans ces corps énergétiques qu'on va trouver les mémoires. Une mémoire, quand on subit un traumatisme, donc une mémoire, ça se crée suite à un traumatisme ou un choc émotionnel important, eh bien, ça laisse des traces dans les corps énergétiques. Ça laisse des résidus énergétiques, des cristallisations énergétiques qu'on voit lorsqu'on voit l'aura, qu'on sent très bien avec les mains lorsqu'on on passe devant une personne. Et c'est à travers ces différentes pratiques, dont fait partie le Reiki, mais pas que, eh bien, on a accès à ces cristallisations énergétiques. On va simplement, l'acupuncture aussi, c'est une pratique énergétique. On dira pas comme ça, mais avec les aiguilles, on va piquer justement sur des zones. On pique dans le corps physique, parce que dans le corps énergétique, les aiguilles ne tiennent pas beaucoup. Mais en piquant dans le corps physique, eh bien, on va piquer, l'aiguille va aller dans le corps énergétique à l'endroit où il y a un nœud. Ce nœud va se dissoudre et la mémoire va se résorber. Dans le corps, on sent de la chaleur, on sent des perceptions, la circulation d'énergie se restaure. Et on peut se rendre compte que dans la vie de tous les jours, le lendemain ou dans la semaine qui suit, bah, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, mais par exemple, bah, on a une conférence où on doit parler devant des personnes.
Ah ben, ça se fait naturellement. En fait, c'était cool. Là où avant j'avais peur, puisqu'il y a une mémoire qui est partie, qui était en lien avec la peur des autres, la timidité ou le fait d'être en insécurité quand on est face aux autres. Et voilà, simplement. Donc, ce sont des pratiques où, là, en l'occurrence, dans le Reiki, ben, on est allongé sur une table, et puis ben, la personne, sur les zones où elle identifie des nœuds ou des cristallisations énergétiques, eh ben, met de l'énergie, simplement. Donc, ça les dissout, ça les diffuse. L'énergie circule mieux dans le corps, ça contribue aussi au niveau du corps physique et ça c'est valable pareil pour toutes les pratiques, à, à donner au corps physique beaucoup plus de ressources. Comme vous le savez, le corps physique, quand on se coupe, ben, le corps cicatrise naturellement. Quand on a des pratiques énergétiques, eh bien on a des ressources énergétiques qui boostent un petit peu ce processus naturel de réparation. Et ça se voit physiquement, c'est-à-dire que j'ai eu plusieurs de mes enfants, même un chat, qui ont eu des jambes cassées. Ben, quand on a été pour les radios de contrôle, avec les plâtres, eh ben, les médecins, donc quand bien sûr ces personnes ont eu des petites ou pas mal d'énergie, bah, des cales osseux qui sont énormes en fait, et du coup une jambe qui s'est consolidée. Après des opérations, on a des cicatrices qui sont quasiment invisibles parce que le corps a beaucoup plus d'énergie pour se réparer. Donc ça joue sur le physique, ça joue sur l'émotionnel, puisque du coup, comme ces mémoires euh, passe par le mental, à travers des pensées, pensées que l'on va accrocher et qui nous emmènent dans des perceptions émotionnelles qui peuvent être la peur ou tout ça, et bien au fur et à mesure de ces pratiques, et bien petit à petit, je dirais on goûte la paix, dans le sens où la paix a toujours été là, mais elle était enfouie sous des couches de croyances et de pensées que l'on croit et qui nous rendaient la vie un petit peu inconfortable, simplement. Voilà, en quelques mots. Merci pour ce partage. Tu sais, moi, je pensais que le Reiki, c'était principalement pour les douleurs physiques. Je savais Oui, pas que ça pouvait aider aussi pour les mémoires. oui, effectivement, c'est enfin alors aujourd'hui peut-être un petit peu moins, mais au début c'est beaucoup ce qui était partagé. On renforce le corps énergétique, donc comme le corps physique se nourrit un petit peu de l'énergie des corps énergétiques, bah effectivement on booste la capacité naturelle du corps à se réparer. Mais d'un autre côté, et ça on le sent très très clairement, et dans les personnes que j'ai accompagnées, très clairement beaucoup de personnes ont goûter la paix mentale après s'être défait de gros traumatismes de l'enfance sur des zones, alors souvent c'est au niveau de la tête, parce que c'est condensé ici, mais pas forcément, ça peut être au niveau du cœur, ça peut être au niveau du ventre, parce que le ventre, on dit c'est souvent le deuxième cerveau, et il y a des émanations dans cette zone-là, comme ça peut être partout dans le corps, effectivement, ouais, ouais, c'est très large en fait, les pratiques énergétiques. Le yoga a cela de différent qu'il y a en plus le corps qui est en mouvement. En Reiki, on est allongé sur une table et c'est statique, et c'est l'énergie qui fait le job quelque part. En yoga, au-delà du boulot qui est fait par l'énergie qu'on appelle le prana, mais qui est la même chose, c'est le ki, c'est le nom japonais de l'énergie, chi, c'est le nom chinois de l'énergie, et prana, c'est le nom indien de cette même énergie. Et avec ce mouvement doux du corps, eh bien, on a une dynamique qui accélère encore un petit peu plus cette réparation. Ah, il y a un chat qui vient de rentrer dans la pièce. J'espère qu'elle va être tranquille parce que des fois, elle est un petit peu, elle aime bien avoir un peu d'attention. J'adore les chats. J'ai Oui, toujours alors, adoré les chats et je sais aujourd'hui pourquoi. ah, pourquoi? Puisqu'ils émanent cette vision d'un être qui goûte la paix à chaque seconde. Un chat, il est. Chaque seconde, en fait, il se réactualise quand on le regarde bien. Il part pour faire quelque chose, hop, il y a quelque chose qui l'intéresse, il part. Des fois, il s'arrête et il est là, il contemple. Et puis, des fois, il a un quart d'heure de folie, il pète un câble. Et puis, des fois, voilà, le chat, il se réactualise chaque seconde et de lui émane une grande paix qui fait que on ne peut que se fondre dans ce petit être. Et quand on revient après une journée de boulot avec un mental comme ça et de la souffrance, face à un animal, mais quels que soient les animaux, hein, ça peut être également une vache ou n'importe quoi, mais le chat a cette profondeur de perception qui est... c'est un maître en fait, le chat.
Le chat, c'est un maître par l'exemple. C'est pas un maître qui va partager, mais il partage par sa façon de vivre la vie. Et c'est waouh. Ouais, je suis absolument d'accord. Après avoir rencontré de nombreux gourous et écouté de nombreux maîtres, ben ce chat-là, c'est mon maître en ce moment. On est tout à fait d'accord. Et l'énergie de paix qu'elle dégage quand elle se pose, c'est absolument prodigieux. Bah oui, C'est, elle est là aussi pour me dire, si j'ai tendance par exemple je suis pas insomniaque, mais j'ai tendance à me coucher un petit peu tard, à traîner le soir. Et oui, ben, c'est elle qui, c'est elle qui me ramène, qui rythme mes journées en ce moment. C'est vraiment chouette. Et il n'y a pas que les chats. Je vois sur ta page Facebook, tu aimes bien partager des contenus, avec des animaux. oui, 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 oui. Oui, oui, les animaux, dans les partages, d'ailleurs, à chaque fois que je partage une vidéo sur les animaux, quand je l'ai vu la première fois, la vidéo, bah, généralement, il y a eu les larmes, parce que enfin, c'est l'amour qui transpire tellement à travers ce comportement animal que, sans de commentaires, sans rien du tout, je partage juste ces comportements. Quand on voit les animaux qui réagissent face aux humains simplement avec le cœur et, euh, et rien d'autre, bah, ça force le respect et ça fait voir ce qui anime la vie, ce qui est la vie, mais ce qui est animé en arrière-plan, je dirais, que l'on voit pas généralement. Et quand on voit ces petites scènes, des fois, il y a comme un petit trou qui nous permet de voir que, ah ouais. Et puis, ben, des simples animaux, on va dire, que souvent l'homme qualifie de mais en bas de l'échelle, quelque part. Bah, en fait, ils ont beaucoup plus la perception de ce qui est que nous, humains, qui sont beaucoup plus intelligents, mais qui galérons pour retrouver cette réalité. Ouais, et pareil, l'intelligence de l'être humain, je la relativise énormément. Bien sûr. C'est sûr que dans l'histoire, il y a certains êtres humains qui ont eu la capacité d'avoir des inventions assez géniales techniquement, d'écrire des bouquins, mais dans notre grande majorité, ben, c'est quand même assez bof Oui. finalement. Et, et vraiment, je crois que cette histoire de se raconter toujours qu'on est une espèce de truc Ouais, c'est une sorte de racisme bizarre, quoi, comme si les êtres humains, ils étaient spéciaux. Et, alors que, en fait, rien n'empêcherait d'avoir la même affection pour un animal que pour un être humain. Et on se met sans arrêt à part. Et je trouve que des fois, regarder justement ces petites vidéos un peu rigolotes ou touchantes d'animaux sur YouTube, Mm. ça permet de se souvenir que selon moi, eh ben, nous, les êtres humains, on n'a encore rien compris. Bah oui, À ce que c'est que la vraie intelligence, à ce que c'est que justement cette force de vie absolument prodigieuse. On voit des scènes d'entraide, on voit des scènes de communication, euh, oui, on voit des scènes des fois de combat, mais d'une façon qu'on n'aurait jamais imaginé, quoi. ouais, complètement. Bah, tout ça, c'est une histoire de mental, en fait, hein. C'est le mental veut mettre le personnage toujours au-dessus des autres. Donc, il fait voir des situations malheureuses parce que bah, je suis au-dessus de ça. Le fait de vouloir gagner beaucoup d'argent, d'avoir un statut social au-delà des autres, c'est moi, je suis. Et toi, t'es en dessous, du coup, par définition. Et les animaux, d'un point de vue de la race, bah, l'homme, il est au-dessus des animaux. Donc, mentalement, bien sûr. Alors que quand on regarde sur la nature même de la vie derrière le personnage, c'est la même chose, ok? Et surtout, d'un point de vue compréhension, bah, on se rend compte que les animaux le vivent. Alors, les animaux vivent la paix, mais ils n'ont pas conscience d'être la conscience. C'est-à-dire, ils goûtent la paix sans le mental, mais ils n'ont pas cette vision consciente de l'unité qui s'exprime à travers la diversité. Chose que, par contre, arrive chez l'homme, alors, enfin, l'être humain en tout cas. Pourquoi, je ne saurais pas trop le dire. Comme ça, c'est sans doute le fonctionnement du coup mécanique de l'être humain qui permet d'avoir cette ouverture-là. Mais
mais ils sont, de ce point de vue-là, beaucoup plus en avance que nous, effectivement. Bah, moi, je vais faire une hypothèse, ça me vient un peu intuitivement, mais peut-être que Oui, dans cette histoire, dans cette grande création, avec plein de créatures avec des caractéristiques différentes, ben, finalement, c'est peut-être le signe que l'être humain, c'est une espèce un peu intermédiaire. oui, C'est peut-être une espèce qui est là pour être un véhicule, pour cheminer, justement, que la conscience se reconnaisse. Et peut-être que contrairement à ce que disaient plein de maîtres, finalement, dans les étages élevés de l'incarnation, on se réincarne peut-être en chat. oui. Ah oui, oui, complètement. Il y a rien d'impossible et effectivement, on a tendance à dire que la, la voie de la progression, où ça en passe du minéral au végétal à l'animal et de l'animal à l'humain après, mais alors j'ai pas encore exploré beaucoup d'univers astro, ce que j'espère faire prochainement, puisque c'est très très riche et avec cette liberté d'esprit, j'ai lu et chez les personnes qui l'ont fait, qui l'ont déjà fait, que effectivement dans certains plans il y a des animaux qui partagent, enfin des formes animales, on va dire, parce que derrière la forme animale, bien sûr, c'est la vie. Donc tout ça, c'est la même chose. Qu'on met des mots et des étiquettes sur des formes et des fonctionnements, alors que tout ça, c'est la vie qui s'exprime sous Bien de sûr, multiples expériences. Et là, on parle de la Terre, mais dans l'univers, il y a bien sûr plein d'autres planètes habitées avec, j'imagine, des créatures très très bizarres et qui sont peut-être 1 million de fois plus, alors je veux pas dire évoluées, mais euh, ouvertes par rapport à cette perception que ne l'est la grande majorité de l'être humain. mm. Et dans la tradition indienne locale, puisque je suis dans le Tamil Nadu en ce moment, dans Mm. l'ashram de Ramana Maharishi, Ramana, il avait désigné quelques animaux qui étaient autour de lui en disant qu'ils étaient éveillés, c'est-à-dire qu'ils Mm. avaient pris conscience qu'ils étaient la conscience. Et ces quelques animaux, il y avait notamment une vache, il y avait un corbeau et il y avait un chien. Et ben, ils sont enterrés dans l'ashram, ils ont des petits endroits spéciaux. Et donc, oui, ça, c'est tout à fait un champ intéressant à explorer. Et ça me fait rappeler aussi une anecdote, enfin une phrase que m'avait dite Gégé pendant qu'on se baladait autour d'un lac pendant une retraite. On parlait justement de l'humanité, puis il disait Ah, les humains, des fois, ce serait bien qu'ils arrêtent d'être humains, justement. Et j'avais pas tout compris sur le moment, mais c'est vrai que si on pouvait se détacher de l'humain et revenir à la conscience, et du coup voilà, ça nous mettrait naturellement en lien avec toutes les formes de vie, Mm. ça pourrait être sympa. Exactement, c'est ce qui se vit après naturellement. C'est oui, bien sûr, mais ça fait partie du scénario, ça fait partie du cheminement. Je crois que c'est Pierre à un moment qui, à la question, mais pourquoi est-ce que la vie a fait ça? Pourquoi est-ce qu'elle s'oublie pour après se retrouver? Et il avait cette magnifique réponse qui me parle beaucoup, qui est de dire, mais quand tu reçois un cadeau, je t'offre un cadeau, je te l'offre comme ça. Ok, ça va te faire plaisir. Maintenant, si je te l'emballe, que je mets un joli nœud et tout, que tu sais pas ce que c'est et que au fur et à mesure où tu le découvres, tu vois ce que c'est, il y a une joie supplémentaire qui se révèle. Et dans l'histoire de Christophe, quand je regarde en arrière, quand je vois d'où c'est parti, et c'est un parcours un petit peu tourmenté qu'il a vécu, bah, aujourd'hui c'est savouré avec une profondeur infinie, puisqu'il y a eu cet oubli et après cette révélation. Ouais, c'est très joliment dit, sa phrase, et des fois je réutilise cet exemple parce que j'en ai pas d'autres qui me viennent et voilà, qui résonnent fortement. Merci et infiniment, Christophe, pour ce temps que tu nous as offert. Gratitude. Et Merci, c'est un vrai plaisir de te retrouver déjà et puis de parler de la joie. C'est cette joie qui émane et qui veut ouais, échanger sur le fait que la joie, c'est ce qu'on est tous, quoi. Donc, donner un peu de l'espoir, je ne sais pas, mais faire comprendre que ce qui nous arrive, c'est vraiment ponctuel. Et derrière, il y a vraiment une grande révélation qui va arriver. merci beaucoup. Donc j'invite tous les gens qui ont été touchés par Christophe
à visiter sa chaîne YouTube. Il y a énormément de contenu. Il y a des satsangs en live régulièrement qui sont très intéressants. Il y en avait notamment un hier soir consacré au temps. Oui, Et je crois que tu programmes des satsangs environ tous les 15 jours. Ça peut être variable, mais c'est à peu près ça. ouais, c'est à peu près ça. C'est un samedi tous les 15 jours vers 18 à 18 heures. Donc vraiment, voilà, chaudement recommandé. Et puis aussi un site internet, les pratiques énergétiques. Voilà. Je te dis à maintenant, Christophe. Merci pour tout. Merci beaucoup Clément, et puis ben, au plaisir de te retrouver dans un prochain événement. Avec joie. Avec Merci à joie. toi, à maintenant. À maintenant.